Bonjour à tous et bienvenue donc à cette table ronde qui s'intitule De l'invention à l'innovation, objectif, valorisation. Alors, qu'est-ce que valoriser un projet de recherche académique et pourquoi et comment le valoriser? Eh bien, pour en débattre et y répondre, j'ai le plaisir d'accueillir 5 intervenants. Le docteur Guillaume Mabillot, qui est directeur du groupe d'études du remodelage osseux et matériaux à l'Université d'Angers, le docteur Élise Petit-Roda, chef de projet à la SAT Ouest Valorisation, le docteur Tuan Nguyen, CEO de Gulliver Therapeutics, le docteur Christophe Dombu, qui est analyste financier à Ports-en-Parc, et le docteur Franck Mouton, président de France Biotech et CEO de Terranexus. Avant de leur laisser la parole, juste un petit point à l'attention de nos participants. On vous le répète maintes et maintes fois, c'est vrai, je sais depuis ce matin, mais n'oubliez pas de poser vos questions en utilisant ce petit bouton en bas au milieu de votre écran QR et les intervenants donc y répondront à l'issue de cette session. Alors, je remercie mes intervenants de se connecter, s'il vous plaît. Et donc, au départ, et l'invention. Et effectivement, il est tout à fait naturel de se tourner en premier lieu pour cette table ronde vers l'inventeur et donc vers vous, Guillaume Mabillot, puisque vous êtes MCUPH à l'Université d'Angers, hein, où vous gérez une unité de recherche sur la fragilité osseuse. Et la première question qu'on a envie de vous poser, c'est que signifie en fait pour un chercheur académique la valorisation d'une invention? Guillaume Mabillot, c'est à vous. Eh bien, merci Christine du coup pour cette introduction et puis l'organisation de cette table ronde. Donc, bonjour à toutes et à tous. C'est vrai que pour un chercheur académique, c'est souvent un domaine, la valorisation, qui est assez flou, puisque finalement, dans nos travaux de recherche, on commence souvent par écrire du coup un petit peu, faire le cahier des charges de ce que l'on veut faire comme recherche, puis on réalise nos expérimentations. Et puis pour nous, la partie, j'allais dire, de valorisation, c'est surtout le partage des connaissances avec la réalisation de la publication scientifique, ou tout au moins la présentation à un congrès par les pairs. Et nous, on a été confrontés vraiment à cet aspect de valorisation dans un de nos projets qui consiste à développer des petits peptides pour lutter contre la fragilité osseuse dans les ostéoporoses, mais également dans des pathologies rares comme l'ostéogenèse imparfaite. Et c'est vrai qu'on s'est beaucoup posé de questions sur comment on allait pouvoir valoriser nos molécules innovantes. Et on a pu rapidement être mis en contact avec une SAT, avec la SAT Ouest Valorisation, qui du coup nous a fait vraiment voir notre projet un petit peu différemment. Et puis surtout comprendre les attentes finalement des industriels pour pouvoir un petit peu avancer sur nos molécules à l'issue de nos premiers résultats de preuve de concept. Et puis une part aussi également importante pour laquelle qu'on n'avait pas forcément envisagé au début, c'était de protéger finalement nos molécules. Tout à fait. Merci Guillaume pour ce témoignage. Vous parliez donc de l'accompagnement par la SAT, ce qui me permet de faire le lien avec notre second intervenant qui est Élise Petit-Roda. Élise Petit-Roda, vous êtes chef de projet à la SAT Ouest Valorisation, donc vous accompagnez le développement, le transfert d'innovation issues de la recherche publique en santé. J'aimerais vous poser la question, pour vous, en tant que SAT, quelle est la première étape du processus de valorisation? Bonjour à tous, je vous remercie de m'avoir invité pour cette table ronde. Déjà, on pourrait commencer par donner une petite définition de ce que c'est la valorisation. La valorisation, je pense que c'est la concrétisation de résultats issus de la recherche fondamentale en un produit ou un service. La première étape, quand on est un chercheur académique et qu'on a une certaine quantité de données issues des travaux, ça va être de contacter votre employeur ou la structure de valorisation associée à votre laboratoire. Donc, il existe différentes structures de valorisation. Les SAT font partie des structures de valorisation. La SAT Ouest Valorisation a été créée en 2012 et a la particularité de couvrir les deux régions, Bretagne et Pays du Loir. Et ça, c'était pour la présentation un petit peu des structures de valorisation. Et ensuite, la première étape, ça va être d'évaluer les résultats académiques et de voir si ces derniers sont protégeables par un actif de propriété intellectuelle.
un brevet, un logiciel, un savoir-faire. Il y a différentes typologies d'actifs de propriété intellectuelle. Et il faut se poser la question, effectivement, de protéger ces résultats avant de procéder à une publication, par exemple. Alors, justement, le mot publication qui est mentionné. Si, Élise, la première étape de la valorisation, c'est la protection de l'invention, hein, comme on le comprend, et donc le brevet, comment conciliez-vous publication et brevet? Parce que ça, ce sont souvent des questions qui nous sont posées, nous, à la Fondation Maladies Rares, qui vous sont posées, je pense, régulièrement aussi à la SAT Ouest Valo. Oui, tout à fait. En fait, il faut savoir que pour déposer, par exemple, une demande de brevet, il faut remplir 3 critères. Le premier critère, c'est la nouveauté. Ça veut dire qu'il faut qu'en aucun cas, les résultats que vous souhaitez protéger n'aient été divulgués au public, que ce soit sous forme de publication, de présentation lors d'un congrès, de poster. Voilà, ça ne doit pas avoir eu lieu. Le deuxième critère, pardon, c'est que les résultats aient fait l'objet d'une activité inventive, c'est-à-dire qu'ils ne découlent pas de façon évidente des différentes données qui sont déjà présentes dans la littérature. Et le troisième critère, c'est que l'invention est une application industrielle. Les publications et les brevets sont 2 outils pour valoriser des travaux de recherche et ils ne sont pas antinomiques. Il faut juste respecter un certain ordre, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on veut conserver ce critère de nouveauté et que ce critère est obligatoire pour déposer une demande de brevet, il faut commencer par se poser la question de savoir si les résultats qu'on a sont protégeables par une demande de brevet ou par un actif de propriété intellectuelle avant de procéder à la rédaction du manuscrit qui servira à la publication. Donc, on peut rassurer nos chercheurs académiques, on peut très bien concilier brevet puis publication. Tout à fait. Alors, dans les cas les plus urgents, on peut procéder à un dépôt de brevet en très peu de temps, en quelques jours, mais ce n'est pas la meilleure option. La meilleure option, c'est vraiment quand vous avez suffisamment de données intéressantes, quand vous vous dites que vous allez commencer à rédiger un manuscrit pour publier, interrogez la cellule de valorisation compétente pour évaluer l'intérêt de déposer et de protéger ces résultats en amont de la publication. C'est dit. Merci Élise Petit-Rota. J'aimerais maintenant me tourner vers le deuxième chercheur de cette table ronde, Thuan Nguyen, qui est non seulement chercheur INSERM, mais aussi CEO de la société Gulliver Therapeutics qu'il a fondée en 2017. Et Thuan, durant la préparation de cette table ronde, vous évoquiez votre double perception de la valorisation en précisant qu'elle était quand même un petit peu antinomique. Pouvez-vous nous en dire plus? Thuan, êtes-vous avec nous? Ah, je crois qu'on a un petit... Oui, voilà, non, c'est moi, j'ai oublié le micro, oui. Merci beaucoup pour cette invitation de partager cette transformation d'un chercheur académique en une bête entrepreneuriale. donc Gulliver, c'est issu de mes recherches menées en consortium avec l'Université de Nantes, avec 2 projets européens, dont l'objectif premier était la publication. Parce que c'est comme ça que nous, on était reconnus, et reconnus par nos pairs, et reconnus pour recevoir de nouveaux financements. Et c'est vrai que le brevet était complètement antinomique, c'était la loi du secret, on ne pouvait pas tout dire. Et c'est vrai que dans le consortium pendant l'Europe, il y avait des sociétés privées, et c'est vrai, c'était très enrageant de ne pouvoir pas discuter à fond, parce qu'il ne fallait pas divulguer les nouveautés, même si on était sous confidentialité. Et donc, mais j'ai tout de même passé la barrière. Maintenant, je suis du côté sombre de la pharma. Mais depuis, j'ai un peu révisé ma perception. Donc la perception que j'ai eue des brevets et que, en fait, c'est lorsque je souhaitais venir chercheur, c'était non seulement publier, mais puisque j'étais à l'INSERM, c'était en fait pour guérir des patients. Et il se trouve que pour guérir les patients, il faut que ça atteigne le patient et ça nécessite un certain nombre d'étapes qui est toujours du financement. Et lorsqu'on arrive aux phases de développement pharmaceutique et clinique, les sommes nécessaires ne sont plus assurées par les collectivités et par l'INSERM. Donc, c'est pour ça que j'ai créé en fait l'entité Gulliver, qui est un véhicule pour moi pour accélérer la mise sur le marché. Et quand je mise sur le marché, c'est les patients. Et donc, là, la valeur d'une société, c'est le brevet. Sans brevet, aucun investisseur va nous suivre.
parce qu'il leur faut à un moment donné protéger et que d'autres ne copient pas ce que vous faites en fait. Et c'est ça en fait que sert le brevet, c'est empêcher les autres d'aller dans votre champ de votre produit et toujours gagner une longueur d'avance. Merci, merci Tuan. Alors justement, vous le soulignez, Gulliver, c'est une spin-off hein, de l'INSERM et de l'Université de Nantes et vous travaillez à une solution alternative à la greffe de foie. J'aimerais vous poser, Tuan, une question directe au CEO qui est arrivé dans le côté sombre, mais pour nous éclairer. En fait, comment vivez-vous la valorisation de votre entreprise? Je suis très heureux de cette valorisation, mais c'est vrai, c'est un sacerdoce. Il faut se rendre compte que et je ne m'étais pas rendu compte de cela avant, c'est que lorsqu'on était à l'INSERM, on est chouchouté, on a notre ADR derrière. Donc, on a la ressource humaine, on a la propriété intellectuelle, il y a la SAT, il y a le côté juridique, et on ne se rendait pas compte combien on était coucouné. Et donc, quand j'ai créé Gulliver, en fait, j'ai dû créer moi-même non seulement ma propre équipe de recherche en tant qu'un directeur de recherche, mais également toute cette structure d'ADR, en fait. Et c'est un nouveau métier que j'ai dû apprendre. Et pour cela, j'ai été accompagné par beaucoup de personnes, les pôles de compétitivité, la SAT qui m'accompagne, et puis tous les concours que j'ai pu faire et les rencontres que j'ai pu faire m'ont permis de rencontrer des personnes qui m'ont conseillé pour trouver la meilleure des solutions à un moment donné. Donc voilà, donc ça a beaucoup d'impact sur le quotidien de la famille aussi. Lorsqu'on dit qu'est-ce que la valorisation de la recherche, eh ben, j'ai également, il faut se poser la question pourquoi on veut valoriser, parce que derrière, il y a un impact économique, mais en fait, c'est une vraie aventure humaine derrière, en fait. Et c'est ça qu'il faut valoriser. Et à Gulliver, c'est ce que j'essaie de valoriser, cette ressource humaine et cette matière humaine. Et c'est mon grand plaisir lorsque je recrute des personnes à Gulliver et que je permets à les faire grandir. Et que si Gulliver continue, on participera en fait voilà, à recruter tous ces jeunes étudiants, techniciens que nous on forme aux universités. Merci beaucoup, Tuan, pour ce témoignage sincère. Voilà, on chemine peu à peu sur ce long chemin du processus de la valorisation, hein, depuis l'invention et puis le brevet et la publication, avec l'accompagnement des organismes de valorisation, dont les SAT, avec la création d'une start-up ou pas. Mais en fait, vous l'avez signalé, c'est une aventure humaine, mais il y a aussi un impact économique, hein, comme vous le signalez, Tuan, et rien ne peut se faire sans des investissements financiers qui sont et restent le nerf de la guerre. Et j'aimerais bien entendre à ce sujet notre prochain intervenant, Christophe Dombu. Christophe Dombu est analyste financier chez Ports Parc, qui, si je me souviens bien, appartient à 100% au groupe BNP Paribas. Et Christophe, j'aimerais vous poser deux questions. La première, j'ai appris que vous avez une double casquette, en fait, scientifique et financière, et j'aimerais bien que vous nous parliez un petit peu de votre parcours en introduction. Tout à fait. Merci Christine. Et bon, déjà bonjour et merci pour cette question. Effectivement, comme ça a été mentionné, Ah, Christophe, on ne vous voit pas. Si vous pouviez ah, vous- mettre la caméra. ah, il me semble pourtant qu'elle est activée. Ah, eh bien, Alors, moi, voilà, parfait. Merci beaucoup. là, c'est bon? Là, c'est bon. Ok, super. Oui, donc merci pour cette question. Comme ça a été mentionné, j'ai une double casquette. Je suis d'abord et avant tout de formation scientifique, hein. J'ai un doctorat en sciences. J'ai notamment effectué une bonne partie de ma carrière dans l'univers de la recherche en milieu hospitalier au CHU de Lille, où j'ai fait pas mal de travaux dans le domaine de la vectorisation de médicaments. Et puis avant de m'orienter progressivement vers une autre carrière en fait, qui avait pour volonté finalement de concrétiser un nouveau projet à la fois personnel et professionnel qui était d'aller au-delà de la paillasse, au-delà de la science, pour de pouvoir concrétiser, réaliser des projets, amener des produits sur le marché auprès des patients. Et donc, j'ai dû apprendre ce nouveau métier, cette nouvelle expertise qui m'a amené à travailler comme analyste financier aujourd'hui. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans l'univers de la santé, des
des biotech, de la pharma, l'analyse financière, c'est un métier assez spécifique, assez particulier, qui demande réellement d'avoir la double compétence scientifique et financière. C'est mon cas, mais c'est également le cas de beaucoup d'autres analystes financiers auprès de beaucoup d'autres banques en France et dans le monde, qui sont d'anciens chercheurs, médecins, pharmaciens, vétérinaires, parce que c'est extrêmement compliqué, et d'ailleurs de plus en plus compliqué, de comprendre la science, de comprendre les technologies, et surtout de pouvoir l'expliquer à de potentiels investisseurs, parce que derrière, il y a justement cette question d'investissement. Effectivement, intéressant finalement d'avoir ces activités croisées, mais aussi une réelle valeur ajoutée, je l'entends bien, Christophe. Alors, ma deuxième question, justement, ce serait comment positionnez-vous l'analyste financier que vous êtes dans ce parcours de la valorisation? Ouais, alors c'est extrêmement intéressant d'écouter les autres sur leur définition de la valorisation, parce qu'on se rend compte que c'est un mot qui prend différentes couleurs en fonction de la situation des uns et des autres. Chez moi, donc, comme analyste financier, ça se rapprochera beaucoup plus d'une valorisation financière. D'ailleurs, j'aime beaucoup, enfin, on aime beaucoup citer cette phrase d'un financier assez connu qui dit le prix, c'est ce qu'on paye. Et la valeur, c'est ce qu'on reçoit. Et je trouve que ça veut vraiment dire, ça dit ce que ça dit en fait, et c'est assez parlant, parce que ça montre à quel point la valorisation peut être subjective, même pour moi, analyse financier. Ça dépend réellement de la perception que je peux avoir d'un projet. Et tout ce jour-là, en fait, mon travail consiste à percevoir les projets, à les comprendre, à évaluer la solidité du projet scientifique, du projet entrepreneurial, à comprendre l'environnement concurrentiel, à comprendre l'environnement donc de marché, l'environnement réglementaire et tout ce qui va autour de ce projet-là, de façon à estimer une valeur, donner une valeur à un projet. Alors, pourquoi c'est important de donner une valeur à un projet? Peut-être que c'est une question qu'il faut aussi se poser. On a écouté Tuan, en fait, donc, qui lui, a franchi le pas il y a quelque temps et passé à l'étape de start-up, et où on arrive justement à une étape où il va falloir financer la recherche. La recherche ne peut plus être financée par des fonds publics parce que ça coûte de plus en plus cher. Juste pour donner un exemple, on estime aujourd'hui que ça demande environ 1 milliard de dollars pour développer entièrement un médicament de l'étape de discovery jusqu'au marché. Ça peut coûter 2 à 3 fois plus cher quand on rentre dans les domaines comme l'oncologie, par exemple, ou des domaines voilà, enfin, qui coûtent extrêmement cher. Et donc, ça coûte très cher et c'est extrêmement risqué. Un produit qui n'est pas encore rentré au stade clinique a, de façon générale, une probabilité de succès d'environ 5%. Donc, il a 5% de chance de se retrouver un jour sur le marché. Ça coûte très cher et c'est très risqué. Et donc, quand on veut lever des capitaux à ce moment-là, il faut pouvoir éprouver la solidité d'un projet, le challenger, comme on dit, et savoir combien ça coûte. Et donc, mon rôle à moi, en fait, c'est ça. C'est d'expliquer à des financiers combien peut valoir une technologie, combien peut valoir un projet, et donc à combien peut être valorisée une société, et ce qui permet de déboucher après sur des financements. Ça, c'est donc une application de la valorisation. Une autre peut être également peut être illustrée dans le cadre d'un accord de licence. Vous savez que très souvent des biotech ont vocation à signer des accords de licence avec d'autres biotech ou avec des big pharma. Et là aussi se pose souvent la question de la valorisation, à combien je dois céder ma technologie. L'analyse financière permet également de pouvoir mettre des chiffres sur un projet. Et puis, dans une troisième application qu'on oublie peut-être parfois, ça concerne également les chercheurs. Ça peut permettre, l'analyse financière peut permettre de très tôt, très vite, rationaliser ses choix stratégiques. Quel projet développer en priorité, quelle indication, quel type de design clinique, quel marché, quel modèle économique peut être mis en place pour pouvoir créer de la valeur le plus vite possible et dérisquer le projet. Pour répondre à cette question-là, l'analyse financière peut également être un outil puissant d'aide à la décision.
Mhm, mhm. Merci beaucoup, Christophe Nambu, de nous avoir éclairé sur cette partie financière, hein, qui souvent, effectivement, est la face la plus cachée de tout ce parcours. Mais je suis sûre que c'est un discours, hein, qui résonne et qui parle à notre dernier intervenant, donc Franck Mouton. Franck Mouton, vous êtes directeur général de la CEO Terranexus, que vous avez cofondé maintenant, je pense, depuis 2013. Hein. Terranexus, qui est un pur produit de transfert de technologie aussi en France. Vous êtes vous-même issu de la recherche académique, puisque vous étiez directeur de recherche au CEA, et vous êtes, depuis septembre 2019, président de France Biotech. Donc, Franck, si vous voulez nous rejoindre et activer votre caméra, fort de toutes ces casquettes, finalement, comment réagissez-vous à tout ce qui a été dit et quel regard portez-vous sur la valorisation? Merci beaucoup, Christine. Vous me voyez ou... Ok, super, parce que vous me demandiez d'activer ma caméra, mais ok. Bon, bah parfait. Merci beaucoup, Christine. C'est difficile de parler après ce panel qui a abordé effectivement le sujet très largement. Je dirais effectivement, pour ma part en tout cas, la valorisation consiste à transformer un travail de recherche en un produit qui apporte une solution pour les patients, pour les soignants ou pour le système de santé en général. Donc ça, c'est en tout cas ce que je retiens aussi, et que ce soit à travers une perception financière, une perception de l'apport médical, etc. On voit bien que de toute façon, c'est de cette façon-là que l'aspect valorisation intervient. Après, il peut y avoir, et Christophe l'a bien dit, c'est-à-dire que c'est des paris qui doivent être faits pour pouvoir conduire ces projets et rassurer des financiers pour pouvoir les conduire. Donc, il peut y avoir différentes formes de valorisation. Il peut y avoir des formes de valorisation, et on a une représentante de la Southwest Valorisation qui connaît très très bien ces aspects-là, sur le fait que effectivement, pour pouvoir transformer, on va dire, une recherche en un produit qui va intéresser des financiers ou des industriels, il faut qu'il y ait un certain nombre de critères, de barrières à l'entrée, un certain nombre d'aspects. Si on crée une entreprise, on l'a vu aussi, une équipe, etc. Et puis, vous pouvez aussi avoir de la valorisation, de la transformation d'une recherche en un produit qui ne va pas forcément respecter tous ces critères-là. Et là, effectivement, ça peut être aussi, il ne faut pas que cette valorisation-là soit privée de l'accès aux patients, et donc ça peut être de conduire des développements qui seraient des développements purement académiques. Ça existe aussi, donc il ne faut pas l'oublier que dans un certain nombre de produits où on n'a pas forcément les barrières, où on n'a pas forcément les critères industriels qui permettraient de lever des fonds, et bien là, à ce moment-là, on peut aussi avoir des schémas de développement qui sont purement académiques. Après, si je reviens effectivement sur le versant industriel, on l'a vu, hein, il y a quand même un certain nombre de critères à retenir. Qu'on soit dans le transfert de technologie auprès d'un industriel qui est déjà établi, ou dans le cas d'une création d'entreprise, d'avoir des critères de barrière à l'entrée, d'avoir des critères, que ce soit de la propriété intellectuelle ou typiquement dans le cas des maladies rares, on sait aussi qu'il y a des moyens de se protéger avec, par exemple, les désignations orphelines, enfin en tout cas un certain nombre d'outils d'incentive que les autorités réglementaires donnent pour pouvoir faire en sorte que les entreprises se focalisent sur ces maladies rares et qui peuvent, d'un point de vue marché, présenter moins d'intérêt, en tout cas facialement. Donc voilà un petit peu, mais c'est difficile de résumer en quelques mots l'ambition qui a été portée par les différents intervenants. Mais voilà ce que je voulais vous dire là-dessus. Merci, parce que c'est bien d'apporter également votre propre témoignage. Et d'ailleurs, en termes de recommandations, s'il y avait une recommandation à formuler à l'attention de notre auditoire, qu'il soit intéressé ou pas d'ailleurs par la création d'une entreprise, quelle serait-elle? Alors, pour la création d'une entreprise, je dirais, c'est vraiment le plus important, c'est-à-dire qu'en France, on crée environ 60 sociétés par an dans le domaine de la health tech. Et là, je tiens d'ailleurs à souligner les efforts des SAT, parce que les SAT contribuent
énormément à ce transfert de technologie. Et c'est très important d'ailleurs pour que ces métiers-là soient valorisés, parce que l'avantage qu'on a aujourd'hui, c'est que la création de ces organismes de transfert de technologie ont rapproché considérablement le valorisateur du chercheur. Et ça a beaucoup de mérite pour pouvoir, et Élise l'a dit, hein, sur le fait qu'il faut largement anticiper la valorisation, la propriété intellectuelle au moment où on réalise ces recherches. Donc ça on peut s'en féliciter. Et donc sur ces 60 entreprises, vous en avez quand même une grande majorité qui sont issues de la sphère académique française. Et souvent, ce sont des entrepreneurs qui sont issus aussi de la sphère académique, que ce soit des chercheurs ou des cliniciens. Et qui n'ont pas forcément, dès le départ, des critères, en tout cas qui ont les codes industriels, les capacités d'exécution industrielle qui sont attendues aussi, donc en termes de qualité d'exécution, d'ambition. Et donc pour moi, la seule recommandation que je ferais, c'est vraiment de s'entourer le plus tôt possible de ces compétences-là, pour pouvoir justement concevoir d'abord des plans de développement qui sont les plus adaptés à un environnement qui est très compétitif aujourd'hui. Christophe l'a dit, hein, c'est-à-dire que pour pouvoir attirer des gens qui font des paris financiers, il faut être le plus robuste possible, et donc s'entourer très tôt. Voilà. Si j'avais qu'une seule recommandation, c'est celle-là, c'est de s'entourer très tôt avec des gens qui ont les compétences dans le domaine qui nous intéresse, avec des capacités d'exécution et des ambitions qui se rapprochent des standards industriels le plus possible. Parce qu'il ne faut pas oublier que ces entreprises-là, peu vont atteindre le marché, à la fois par le côté attrition dans ce domaine-là, mais aussi parce que nos partenaires, en tout cas privilégiés, ce sont les gros industriels qui généralement récupèrent les projets d'une façon ou d'une autre, que ce soit en licence ou en rachetant nos entreprises, à un stade avancé, normalement après démonstration d'apport de valeur chez le patient. Et c'est pour ça qu'il faut aussi apporter cette exigence industrielle, parce que ça permet de fiabiliser cette interaction très forte qui doit avoir lieu à un moment ou à un autre entre les petites et les grandes entreprises. Voilà en quelques mots. Écoutez, merci beaucoup, le message est clair. On va passer la main aux questions, hein, de l'auditoire, mais avant, si vous me permettez, et en guise de conclusion, j'aimerais bien vous demander quel est le principal message que vous retenez de cette table ronde valorisation, une sorte de take-home message pour notre auditoire. On recommence avec vous, Guillaume? Alors, ça va peut-être pas forcément être original, puisque ça va vraiment faire suite à ce que vient de dire Franck. Mais pour moi, en tout cas, en tant qu'académique, c'est vraiment de se rapprocher le plus tôt possible des services valorisation, soit de l'université ou régionaux type SAT, pour que tout de suite, le projet puisse être mis, j'allais dire, dans de bons rails et coller parfaitement aux demandes à la fois de protection des innovations et aussi aux demandes des industriels en termes de développement. Merci, Guillaume. Élise? Élise, on ne vous entend pas, vous êtes sur mute. Excusez-moi. Je disais qu'il faut penser à protéger ou se poser la question de protéger ces résultats pour pouvoir ensuite éventuellement les valoriser. C'est clair. Tuan? Je rajouterais que il faut être être résilient pour comprendre ce qu'est un produit en fait pour un chercheur. Voilà, c'est dit. Ensuite, Christophe Dambu. Oui, je vais me répéter aussi là, mais je pense que le plus important, c'est d'être très bien entouré dès le début et faire preuve d'anticipation. Toujours essayer d'anticiper sur la suite à 2, 3 ans, voire beaucoup plus si on en est capable. Et Franck, au risque de vous répéter et de répéter ce que les autres ont fait. Je vous remercie, c'est très agréable comme façon d'introduire. Non, en quelques mots, donc une science, les exigences là-dessus, c'est une science très solide, des barrières à l'entrée très fortes pour pouvoir rassurer les investisseurs, abaisser au maximum le profil de risque de l'entreprise vis-à-vis d'un certain nombre de sujets, que ce soit le développement, l'accès marché, la propriété intellectuelle, enfin l'exclusivité, etc. Et puis je le redis, là pour le coup, je me répète, une équipe opérationnelle donc avec des ambitions et des capacités d'exécution qui sont, comme je l'ai dit, vraiment les plus compatibles possibles avec les exigences industrielles et également les attentes des évaluateurs et des régulateurs, que ce soit en France comme sur les marchés principaux.
Merci. Donc, s'entourer des hommes et des compétences relatives aux uns et aux autres. Écoutez, merci beaucoup. On va maintenant passer la parole à la salle virtuelle. Donc, y a-t-il des questions? Alors, une première question qui s'adresse directement à Tuan. Tuan, si vous deviez recréer Gulliver Therapeutics, est-ce que vous le referiez, est-ce que vous le feriez de façon similaire ou est-ce que vous le feriez différemment? Question directe. Je pense que si je devais refaire un Gulliver, ben, j'aurais pris directement un CEO avec moi pour être deux. La charge de travail est tellement énorme lors de la création que c'est surhumain en fait. Donc voilà, bien s'entourer dans le mode opérationnel, comme dit Franck, voilà, c'est vraiment l'équipe opérationnelle. Merci pour ce témoignage sincère. Donc, un CEO, un CSO. Question suivante. Ah oui. Comment évaluez-vous la pertinence d'une invention? Qui est-ce qui veut répondre? Élise, peut-être? Comment évaluez-vous la pertinence d'une invention? La pertinence d'une invention, en fait, on va regarder déjà les résultats qui nous sont proposés par les chercheurs, et puis on va évaluer ce qu'on appelle la brevetabilité, c'est-à-dire qu'on va aller chercher dans les bases de données de publication et les bases de données brevets surtout, voir ce qu'il existe déjà en termes de brevets ou de publications existantes, et voir s'il y reste une place suffisamment grande pour pouvoir déposer une demande de brevet qui soit assez forte. Parce que ce qu'il faut dire, c'est qu'effectivement, la propriété intellectuelle, c'est la première brique, on va dire, d'un processus de valorisation, mais que dans tous les cas, en fait, que ce soit quand on fait une licence ou quand on crée une start-up et qu'il faut aller lever des fonds auprès de fonds d'investissement, typiquement, ou de business angels, et bien, la force de la propriété intellectuelle va être évaluée. Et donc, plus la demande de brevet ou le brevet est fort, et plus on a de chances que ça fonctionne, en fait, qu'on puisse aboutir à un résultat positif. Et donc, ça repose pas mal sur l'étude de brevetabilité. Ensuite, évidemment, on va regarder s'il y a un marché, s'il y a un besoin médical non satisfait, par exemple. Enfin, on regarde plusieurs critères, en fait. Mais tout ça, ça se fait en concertation avec les chercheurs. D'accord, d'accord. En fait, on a la question similaire du côté financier. Comment évaluer la pertinence d'un investissement financier? Christophe? D'un investissement financier. Donc, c'est-à-dire qu'on se met côté entrepreneur, c'est ça? Oui, oui, oui. Je Ouais. suppose. Ok, si j'ai bien compris la question, de toute façon, à un moment donné, il va se poser la question de la levée, du financement. Et cette question est de plus en plus, enfin, comment dire, complexe parce que les besoins en financement sont de plus en plus importants avec la maturité de la société. Donc, à un moment donné, il faudra bien se financer. Et j'ai envie de dire que là, ça dépend vraiment du profit de la société. Il y a des sociétés qui arrivent à avoir le choix entre un investisseur ou un autre, et donc pour cette question-là à ce moment-là. Mais très souvent, ce n'est pas le cas, et malheureusement, on est un peu contraint de prendre ce qu'on trouve en fait comme financement. Je suis pas sûr d'avoir très bien compris la question, mais en tout cas, j'aurais envie de dire qu'on n'a pas souvent le choix au tout début, et après, et avec la majorité de la société, on a de plus en plus le choix sur le type d'investisseur ou d'investissement qu'on peut accepter. Ah ouais. Merci beaucoup. C'est vrai que l'évaluation d'une biotech doit être un art très difficile. Ouais. D'un projet. Alors, y a-t-il encore d'autres questions? Il n'y a plus beaucoup de questions. Par contre, il y a des commentaires. Ah, oui, j'aurais une petite remarque. Ça a été évoqué par Franck. C'est l'étape ultérieure qui est l'étape de licence à une société pharmaceutique ou l'étape de la reprise de la start-up à une société pharmaceutique. Dans le domaine de la présentation des résultats du monde académique aux sociétés pharmaceutiques, on a parlé des SAT. Moi, je voudrais saluer l'action dans le domaine des maladies rares de Christine Fétrault, qui est présente, qui anime un club preuve de concept, et dont le rôle est justement d'essayer de défendre les preuves de concept que nous arrivons à identifier en France dans le domaine des maladies rares, qu'elles soient d'origine service hospitalier, INSERM, CNRS, université, et de les présenter à un club d'industriels de façon à ce qu'elles puissent éventuellement être
prises en licence par les industriels. Donc, c'est aussi une dimension qui n'a pas été évoquée, mais qui est, je crois, assez importante. Ça se fait en collaboration avec les SAT, avec l'INSERM Transfert, bien entendu. Et ça implique un certain coaching pour présenter ces découvertes aux industriels par le biais de fiches ou d'un webinar pour lequel, eh bien, Christine, qui a une certaine expérience, peut aider les porteurs de projets à présenter leurs découvertes. Donc, voilà un petit élément de valorisation que je tenais à évoquer parce que, eh bien, c'est un moyen pour nous aussi à la Fondation d'aider vers le but ultime qui est d'obtenir des traitements. Donc, tout ce qui est valorisation fait partie de notre ADN et on essaye d'y être utile par le biais de ce club Produit Concept. Merci Daniel pour cette remarque. C'est vrai que j'ajouterais que c'est vraiment un travail de collaboration avec les chercheurs, avec les SAT, les organismes de valorisation, et que c'est vraiment le travail ensemble, le travail collaboratif qui nous permet d'avancer et de progresser. Tout à fait. Bon, écoutez, nous sommes dans les temps et c'était quand même un challenge assez important que de parler de valorisation en 40 minutes de temps, en temps comprimé, mais challenge relevé. Donc, un grand merci à vous 5 pour vos témoignages concret et cet éclairage croisé sur la valorisation. Merci également aux participants. Et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les remonter vers les intervenants ou vers la Fondation Maladies Rares qui se fera un plaisir de les relayer. Merci encore à tous. Au revoir. Merci. Merci Christine.